Je pense sincèrement que quiconque a vraiment conscience de l'impact de ces règles, comme tu dis, hygiéno-diététiques, aura à cœur de le partager, y compris chez les médecins qui en ont conscience. Le problème, c'est d'en avoir conscience. Il faut vraiment voir comment est fait la formation actuellement des médecins. La plupart, ils sont formés une fois à l'école de médecine, et ensuite, le reste de leur formation, elle est assurée par les laboratoires et les représentants qui passent dans leur cabinet, parce que sinon, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils sont sous une pression monumentale. On sait qu'on a un gros problème à ce niveau-là en France. On parle de déserts médicaux et ainsi de suite. Ils enchaînent rendez-vous sur rendez-vous, patient sur patient. Et le temps pour la recherche personnelle, pour la formation libre, libre de tout intérêt, de ce que je l'entends, parce que je connais aussi des médecins, j'échange avec eux, ben il est quasi nul. Donc en fait, leur formation, elle est faite par les grands laboratoires. Les laboratoires n'ont strictement aucun intérêt. Et là, pour le coup, c'est pas du complot, c'est de la logique économique de base. C'est-à-dire que quelqu'un qui te vend un médicament qui est censé supprimer les symptômes de telle ou telle maladie n'a aucun intérêt économique à promouvoir des règles hygiéno-diététiques qui vont faire que tu ne vas pas exprimer cette symptomatologie. Il se tirerait une balle dans le pied. Je le résume très très souvent de manière, là encore, peut-être un peu caricaturale, mais j'estime que nous sommes dans une économie de la maladie, c'est-à-dire que nous sommes dans un système qui crée de la valeur littéralement sur le traitement des maladies. Il ne faut pas demander à ce système qui crée de la valeur sur le traitement de la maladie de promouvoir la santé, parce que c'est antinomique avec son intérêt économique. Donc, je suis pas un spécialiste de la théorie du complot et ainsi de suite. J'ai ma propre intuition, mais quelque part, elle a pas vraiment d'intérêt. C'est ma propre intuition, ma propre conviction. Par contre, il y a une évidence pour moi, c'est que quand tu vois, je crois qu'on parle de 186 milliards de dollars de bénéfices nets pour les 5 ou 6 plus gros laboratoires de pharmaceutiques au monde par an, on parle de sommes faramineuses, colossales, qui dépassent le budget d'un État, de grands États comme la France, et ainsi de suite. Donc, on est dans des chiffres colossaux. Et l'évidence pour moi, c'est que tout notre système actuellement, qui est dit système de santé, est principalement un système de gestion de la maladie. Et ça change tout. Ça change tout, parce que gérer la maladie ou promouvoir la santé, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, souvent, c'est ce que je dis. Moi, je m'occupe pas tant de maladies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé. La maladie, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas qualifié. J'ai pas fait d'études de médecine. Donc, connaître chaque symptôme par son nom et ainsi de suite, ça m'intéresse pas particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la santé. Et c'est là où il y a vraiment le gros changement à faire, le gros changement mental. C'est-à-dire penser en termes de santé et non plus penser en termes de suppression, évitement de la maladie. Et ça, c'est un changement radical. Et je pense que s'il y a un complot, c'est le complot de la maladie, d'une certaine manière, c'est le complot de l'économie de la maladie, qui est un système qui vise à traiter la maladie. Tu vois, je vais te donner juste un petit exemple, parce que je m'étais insurgé contre ça. On me parle, par exemple, j'avais fait une vidéo qu'on m'a lourdement reprochée sur le fameux Octobre Rose. Tu vois, Octobre Rose, c'est un mouvement en France dans lequel on fait des tas de mammographies pour dépister des cancers du sein. Et c'est présenté comme un mois qui est dédié à la prévention du cancer du sein. Mais je suis désolé, moi, faire des mammographies pour dépister des cancers du sein, c'est pas prévenir le cancer du sein, c'est juste faire en sorte qu'il y en a plus qui vont être traités avec des chimiothérapies et des radiothérapies. Et d'ailleurs, on sait maintenant que cette augmentation du nombre de mammographies amène à une détection parfois, excessive du nombre de cancers. C'est-à-dire que tu as des petites tumeurs qui se développent, qui vont disparaître d'elles-mêmes, et là, on va venir les traiter. Donc, c'est là où il y a vraiment, tu vois, pour moi, une perversion totale. On te dit, voilà, c'est un mois pour lutter, pour prévenir contre le cancer du sein. C'est pas vrai. Il n'y a pas de prévention. C'est un mois pour détecter des cancers et pour fourguer plus de traitements allopathiques, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie de cancer du sein. Si c'était un mois pour prévenir le cancer du sein, alors à ce moment-là, on parlerait d'alimentation, on parlerait de jeûne, on parlerait de rythme de vie, on parlerait de tout ça, de toutes ces règles hygiéno-diététiques. Et c'est vraiment ça que je déplore. C'est-à-dire que techniquement, à l'échelle étatique, gouvernementale, des discours de responsabilisation par rapport à notre hygiène de vie, je les entends pas. On te balance, un pauvre, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais c'est d'une pauvreté et d'une tristesse. En plus, on n'en donne pas le moyen aux gens. Enfin, c'est catastrophique, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est une espèce de petite vernis de bonne conscience qu'on se donne, mais on s'en donne absolument pas les moyens.
Je comprends à 100% cette logique qui est d'agir en amont et d'essayer de couvrir le terrain et de pas soigner le symptôme ou de pas chercher la maladie, mais de plutôt essayer d'éviter qu'elle arrive. Je comprends à 100% et je pense que n'importe qui va y adhérer. Mais admettons, imaginons, tu vois, dans cette situation, une femme qui, grâce à Octobre Rose, va faire un examen et va se voir diagnostiquer des tumeurs cancéreuses qui sont déjà en train d'évoluer et va être pris un petit peu en avance en termes de traitement. On va me dire que je défends les médecins, mais je défends personne, j'essaie de comprendre et de creuser un petit peu comment tu vois les choses. Qui va être pris un petit peu en avance et puis et qui va être traité et qui va réussir à s'en sortir. En tout cas, ça va être pris à temps. Bon. Ça a dû exister dans les préventions. Alors, je comprends l'idée, mais est-ce que ça ne fait pas que des problèmes? Je comprends l'idée de vouloir augmenter les traitements en volume, soumettre plus de traitements et favoriser l'intérêt de traitements pharmaceutiques. Je le comprends, l'idée. Mais est-ce que dans le lot, il n'y a pas des choses positives également? Oui, mais est-ce que dans le lot, il n'y a pas des choses positives? Est-ce que dans le lot, il n'y a pas des choses négatives aussi? Est-ce que dans le lot, il n'y a pas des femmes aussi qui n'auraient pas été traitées parce que finalement la tumeur aurait disparu d'elle-même, qui vont se retrouver à se manger une chimiothérapie dont on sait qu'elle est cytotoxique et qui pourront avoir après une cascade d'effets secondaires? Il y a les deux, évidemment, il y a les deux. Il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas voir que le mal ou que le bien, ainsi de suite. Il y a les deux. Et pour moi, la meilleure réponse, c'est une réponse en amont, de prévention, parce qu'au moins on se pose plus le problème. C'est-à-dire que si la tumeur elle apparaît pas, ben il y a plus à se poser le problème de savoir s'il fallait la détecter ou pas la détecter, avec quel type de traitement et ainsi de suite. Et vraiment la naturopathie de terrain, le principe, c'est pas de s'occuper des symptômes. D'ailleurs souvent on reproche aux naturopathes, tu vois, de mettre trop leur nez dans le symptôme. Alors, il est certain que la naturopathie a aussi des réponses en ce qui concerne le traitement des symptômes, ça c'est certain, mais là où la naturopathie excelle, c'est d'abord et avant tout dans la transformation du terrain pour faire en sorte que, j'ai fait une vidéo là récemment qui s'appelait rendre la médecine obsolète. C'était vraiment ça. Je veux dire, il s'agit pas d'être contre dans l'absolu, il s'agit juste de plus en avoir besoin, parce que en fait, si tu es en santé, techniquement, je ne vais jamais voir de médecin. Non pas parce que je suis anti-médecin, c'est juste que j'en ai pas besoin. Je vais bien. Et puis, quand rarement j'ai un petit truc qui va pas, je sais quoi faire, je vais jeûner un jour ou deux et tout dégage et tout va bien. Donc, je veux dire, c'est vraiment ça. Et ça manque cruellement. Je veux dire, c'est là où il y a vraiment une carte à jouer qui est fondamentale. Si on parle de santé publique, punaise, mais il faut se saisir de ça et il faut vraiment enseigner ces règles hygiéno-diététiques et les enseigner avec une réelle conviction qui fait que les gens comprennent qu'en fait, ça change tout. S'ils changent ce qu'ils mangent, s'ils changent leur rythme de vie, s'ils changent leur façon de penser, s'ils changent leur façon de relationner avec les autres, s'ils changent leur façon d'exercer leur corps, eh bien, toute leur vie va changer et en plus, elle va non seulement changer sur le plan physique, mais psychique, c'est une qualité de vie, c'est une joie de vivre qui va venir. Et c'est là où, pour moi, il y a quand même une grosse différence. C'est que quand on te propose, alors j'utilise un espèce de mot concept, hein, mais une pilule, comme je dirais, une pilule magique pour telle ou telle maladie. Cette pilule va simplement te supprimer le symptôme, si elle fonctionne. Hein. Donc, tu avais une douleur, un symptôme quelconque, et ce symptôme va disparaître. Alors que une démarche hygiéno-diététique, non seulement va faire en sorte que les symptômes n'apparaissent pas, mais surtout, tu vas avoir une amélioration flagrante de ta qualité de vie, chose que ne fait pas la pilule. La pilule, elle se contente de juste t'empêcher de souffrir. Et encore, souvent, on se rend compte que, ben voilà, la pilule, il va falloir en prendre une dose, et puis dans quelques temps, il va falloir en prendre 2 doses, puis 3 doses, puis 4 doses, et on est dans une espèce de course sans fin que tu finis avec un pilulier, toutes les heures, tu dois prendre ta petite gélule. Et c'est malheureusement, je ne caricature pas, parce que c'est malheureusement le cas, tu regardes énormément de personnes âgées, mais la quantité de gélules qu'elles se bouffent tous les jours, c'est hallucinant. Tu peux te dire que là, il n'y a pas une amélioration en termes de santé. Personne ne peut prétendre que ces substances-là promeuvent la santé. Au mieux, elles suppriment les symptômes, mais elles ne promeuvent pas la santé.
Bon, je suis 100% aligné avec cette idée que la règle hygiéno-diététique, à savoir la nutrition, l'activité physique, la dépense et évidemment le contexte, c'est biopsychosocial, hein, c'est Oui. pour taper large. Toutes les dimensions de l'être. Évidemment, c'est la solution. Évidemment, c'est la solution à la santé, c'est la solution à l'enrayement des maladies, c'est la solution à éviter de développer des symptômes. C'est la base. Je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que la majorité des gens acceptent cette idée-là, c'est absolument limpide. Maintenant, je suis obligé de constater, malheureusement, le monde dans lequel on vit. Est-ce que tu penses que... Alors, tu dis il y a une carte à jouer. Je suis 100% d'accord. Il y a une putain de carte à jouer là-dessus. Maintenant, regarde le monde dans lequel on vit, avec toute cette malbouffe, avec toute cette industrialisation, avec les avancées technologiques fabuleuses qui fait qu'on marche de moins en moins, qu'on se dépense de moins en moins, qu'on vit de plus en plus dans des villes, qu'il y a la pollution, qu'il y a la bouffe facile, il y a le sucre raffiné, le sel, tout ça, et ça va pas aller en s'arrangeant parce que les intelligences artificielles et les avancées technologiques vont faire en sorte petit à petit que l'être humain dépense de moins en moins, se complique de moins en moins la vie, mange de plus en plus selon un cycle de récompense, plaisir. Donc dans ce monde-là, est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce que tu crois qu'on peut... Est-ce que tu crois que cette solution hygiéno-diététique, elle est possible dans le monde dans lequel on vit ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer complètement la race humaine, en fait ? Alors, ma réponse, elle va être en plusieurs temps. Est-ce que je crois que c'est possible ? Ce que je constate, c'est que un petit gars comme moi, qui au début a commencé en scotchant son téléphone portable sur un bout de bois avec des moyens quand même dignes de Pif Gadget, globalement, a réussi à intéresser à ce qu'il avait à dire, à ces règles hygiéno-diététiques de base, des centaines et des centaines de milliers de personnes en France. Donc, oui, ça intéresse du monde, et il y a des gens qui sont vraiment en demande. Après, je pense que vraiment le challenge fondamental, alors là, je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais je me permets de l'exprimer parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est que je pense que l'enjeu, il est bien au-delà de la question de la malbouffe et ainsi de suite. J'ai vraiment l'impression que nous vivons dans un monde actuellement dans lequel il y a une espèce de pensée, d'esprit même, je vais dire, de détestation du vivant qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que dans tout ce que tu décris, finalement, il y a un mépris profond du vivant. Il y a une détestation du vivant dans ce qu'il est, et ça résonne avec toutes les velléités transhumanistes dans lesquelles finalement on voudrait améliorer le vivant, on voudrait le transformer. Et pour moi, c'est une rébellion fondamentale contre, alors tu vas l'appeler comme tu veux, l'ordre naturel des choses. Si tu es croyant, tu diras une rébellion contre Dieu, peu importe, hein, les terminologies, elles pointent vers la même chose. Et je pense que la maladie la plus dangereuse actuellement, qui met en péril l'espèce humaine dans ce qu'elle a de spécifique et d'humain et de vivant, c'est cette détestation de qui nous sommes réellement et de la nature propre de l'être humain. Et tout notre monde, effectivement, est orienté dans le sens de la désagrégation du vivant. Effectivement, la nourriture qui est produite, le rythme de vie, le rythme de développement qui est proposé, les téléphones qui sont de plus en plus smart et les gens qui sont de plus en plus cons. Enfin, je veux dire, c'est la robotique qui prend le relais de l'humain en permanence. Plus les machines sont perfectionnées et plus nous on dégénère. C'est une évidence. Et tout ça nous est vendu, tout ça nous est ultra séduisant, et c'est une séduction qui, pour moi, qui est terrible parce qu'elle signe effectivement le glas de l'humanité. Et je vois, je ne peux que le constater actuellement, qu'il y a vraiment une espèce de scission profonde qui se fait au sein de la société, une humanité à deux vitesses, avec d'un côté des personnes qui courent à fond dans le sens ce qu'on va appeler le transhumanisme d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire que de dire que finalement l'humain peut être amélioré, que la technologie a les réponses absolues pour la félicité et le bonheur humain, et qu'on court dans cette direction, puis pas de problème, voilà, pas de problème. Donc ça passe par toutes les transformations qu'on veut appliquer au corps, ça passe par là. Et à l'inverse, des personnes qui veulent faire machine arrière radicalement, en disant non mais là en fait ça va plus du tout, et je veux revenir vraiment à ce qui est l'essence même de la vie, c'est-à-dire c'est cet émerveillement devant la vie, la puissance de la vie en soi. Enfin moi, quand je vois l'état dans lequel j'étais en 2007 et la personne que je suis aujourd'hui, je ne peux qu'être un témoin émerveillé et
comment dire, amoureux éperdu de la vie d'une certaine manière, parce que ce qui a été fait pour moi, ce que la vie a fait pour moi est juste proprement hallucinant. Et c'est vraiment c'est cette expérience-là, moi, tu vois, au travers de mes vidéos que j'ai envie de faire goûter aux gens. Et souvent, je leur dis, ne me croyez pas, en fait. On n'est pas dans le domaine de la croyance. Mais moi, j'aimerais bien vous engager à essayer, ne serait-ce que quelques semaines. Essayez et vous verrez la différence. Vous allez voir la différence sur ce que vous vivez.